c'est parti avec Patrick Fernandez. Alors, nous avons la chance d'être avec Patrick Fernandez, un pilote français qui a quand même un certain palmarès, mais il va un peu nous raconter parce que Patrick, il n'est pas issu de nulle part. Son père courait déjà, et puis on va partir au départ. Ton grand-père fait partie de cette génération de migrants espagnols qui sont arrivés en Algérie au début du XXe siècle. Voilà, début 20. Parce que mon père est né à Alicante en 22. Et donc il avait 2 ans quand il est arrivé en Algérie. Donc, quand son père l'a emmené en Algérie. Ouais. Et c'était à l'époque où les Espagnols n'étaient pas très bien vus. Donc mon père avait le complexe espagnol. Donc son père lui parlait espagnol et mon père lui répondait en français. D'accord. Donc mon père n'a jamais parlé espagnol et moi j'ai jamais parlé espagnol malheureusement. Et du coup, c'est ton père, comment il est venu à s'intéresser à la moto, puisque c'est à cause de José, ton père, que tu es devenu toi-même pilote de moto, mais ton père a piloté, ton père a couru. Il a couru sur Manx. C'était un passionné de moto, mais vraiment de mécanique en général, mais spécialement de moto. Mais c'était vraiment une autre époque. Il adorait le vélo aussi. Une petite anecdote qui est rigolote. À l'époque, il n'y avait pas de congé et il adorait le vélo et il était plutôt assez bon. Mais il ne pouvait pas s'entraîner. Donc il prenait un câble qui dénudait, traînait par terre, il se le plantait sous l'ongle, il attendait que ça fasse un panari, il allait voir un docteur qui lui donnait une semaine pour et là il allait s'entraîner. Je veux dire, c'est des histoires, on ne peut même pas les raconter aux jeunes parce que c'est une autre planète maintenant. C'est une autre planète. Mais voilà la passion, ce qu'est capable de faire un homme passionné. Et il a été après pris par les Américains quand les Américains sont arrivés à Alger. Il s'est occupé de tout le parc mécanique des Américains. Voilà. Et il a récupéré des motos et il a retapé les motos. Et ça a été... Alors c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures parce que il avait... quand je brûle un petit peu les étapes, il a acheté une Manx, une belle Manx 500, et il partait sur la route avec la Manx. Il changeait le pignon de sortie de boîte, plus court, et il partait avec les copains qui avaient des 350 et des 500 Manx. Il faisait la course et il rentrait à la maison. Par la route. Avec des Manx. Voilà. Et il a développé en même temps que cette passion pour la mécanique, je veux dire, tout azimut, puisque après la moto, il va s'occuper aussi de bateaux. Mais ça, c'est à son retour, c'est en 62. Vous êtes obligé entre 62 et 63. Beaucoup de gens, comme ton père et ta famille, doivent quitter l'Algérie. Donc à ce moment-là, ton père se rapatrie sur la Côte d'Azur, du côté de Toulon, parce qu'il a des anciens copains qui sont là, c'est ça ? Complètement par hasard. C'est-à-dire que quand on est parti d'Algérie, on est arrivé sur la Côte d'Azur parce qu'il avait un client qui lui devait des sous. Et en allant à Antibes, il rencontre des copains à Saint-Raphaël. Et il rencontre comment s'appelle, une camionnette d'un de ses copains qui faisait du bateau à Alger. Il s'est arrêté et puis là, il y a eu une fusion entre tous ses anciens copains. Ils se sont donné la main et donc on est resté à Fréjus. Là, il a acheté un camion avec un copain et il a travaillé sur le barrage du Malpassé. C'était quelques années après. Et quelques années, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est trop long, en 64, 4, il y a des copains qui lui disent, voilà, il y a un petit village sur la Côte d'Azur, ce serait bien qu'on fasse un truc de bateau, une petite entreprise de bateau. Donc c'était Saint-Tropez qui était encore pas très connu. Et là, ils ont commencé à 4. Il y avait 2 investisseurs et 2 qui travaillaient, dont mon père. Et là, ils ont monté la société Sportmer, qui est devenue après importateur de Riva, de Cougar, cigarettes. Ça a été vraiment... Et est-ce qu'il a fait des courses de bateaux ? Il a préparé des bateaux. Il a préparé des bateaux de course. Que son associé a gagné devant le Colibri dans le golfe de Saint-Tropez. C'est ça. Ouais. Alors, maintenant, parlons de toi. Toi, tu es né à Alger. Oui. 2 ans, enfin, tu avais 2 ans quand... 3 ans. Moi, j'avais 9 ans quand je suis arrivé en France. Tu avais 9 ans quand tu es arrivé en France. Je suis né en 52. Voilà, c'est ça. Tu avais 9 ans. Ça a dû être un changement colossal.
Oui, parce qu'il y avait, paradoxalement avec ce qu'on voit maintenant, il y avait une douceur de vivre. Il y avait tout un tas de communautés différentes. Tout le monde s'entendait. Le week-end, on se retrouvait sur une petite plage à la Madrague, ça s'appelait. Et il y avait toutes les races possibles et imaginables, dans une entente extraordinaire. Toutes les communautés, oui. Toutes les communautés, il y avait une entente extraordinaire. Et après, je pense que ça a été un petit peu... Et quand tu es arrivé en France, parce qu'il y avait une espèce d'hostilité quand même, envers ce qu'on appelait alors les pieds noirs. Oui. Tu as été traité de pieds noirs, toi aussi? Oui, plus que ça même. Moi, j'ai été... la première année où j'ai été à l'école, donc j'avais 9 ans, 10 ans, on me jetait des cailloux, on me crachait dessus, on me donnait des coups de pied. Et quand je suis rentré à la maison le soir pour en parler à mes parents, mon père il m'a dit « Patrick, c'est notre c'est notre nouveau pays. Maintenant, il faut que tu t'adaptes. Ne dis rien, ça passera. » Bon. Et c'est ce qui s'est passé. Et est-ce que la moto a été un exutoire à tout ça? Avant, on a fait du kart. J'ai fait les championnats. Ton frère aîné avait fait du kart aussi. Mon frère a fait du kart. On a été sélectionné dans l'équipe de France ensemble, parce qu'ils prenaient les 5 meilleurs du championnat français pour faire les championnats du monde, et on a été sélectionné 2 fois dans l'équipe de France pour faire les championnats du monde. Mais c'est vrai que à l'époque, la voiture, ça coûtait un petit peu trop cher pour nos moyens. Et puis, en fait, j'ai commencé à courir ici, au Castellet, en 71, avec une R5 retapée. On avait mis des culasses de 250, on avait mis une magnéto, on avait mis des pots d'échappement de cartes. Et j'avais fait le 6e temps avec Rougerie, il y avait Ponce, il y avait Jiménez à l'époque, il y avait des H1R, tout ça. Et moi, avec ma 3,5, j'étais là. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Alors, je précise une chose, tu dis ici, donc, nous réalisons cet entretien au circuit Paul Ricard à l'occasion de la Sunday Ride classique, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, Saint-Tropez, le Paul Ricard, c'était quasiment voisin. Mais donc, toi, en fait, tu es tout de suite dans le grand bain de la vitesse, sur un vrai circuit, un grand circuit de vitesse, et tout de suite avec une cylindrée où il y a déjà les meilleurs Français de l'époque. Tout de suite. Bon, pour un petit peu expliquer, c'est que tous les week-ends, on était là quand même. Ah. On tournait soit au Luc, qui était juste à côté, et le week-end, on venait avec le motoclub de Saint-Tropez, on venait tourner, pas tous les week-ends, mais au moins 2 fois par mois, on était ici avec des motos, parce que c'était très ludique, il n'y avait pas autant de sécurité, pas autant de contraintes mécaniques, financières, et on tournait toute la journée, quoi. Donc c'est vrai que Castellet, on le connaissait pas. Oui, et tu avais déjà un bon entraînement, parce qu'en fait, dès 72, tu es champion de France national. La première année, ouais. Avec une 125. Une 125. Alors, il y a des belles histoires à raconter, mais ça va être trop long. Non, pas d'hésitation, pas d'hésitation. Dis-nous. Donc, moi, j'étais à l'école, et puis il y avait Morena qui faisait des cadres. Donc, je vais aller assez vite parce que c'est un petit peu long. Et l'histoire est pas mal. Et donc, il me dit, va voir ce fabricant là, et puis tu lui dis que tu veux 2 cadres. Mais moi, j'étais jeune, donc je vais voir Édouard. Je rentre dans son atelier et je dis bonjour, voilà, mon père, je voudrais 2 cadres. Et il m'a carrément jeté. Parce qu'il me dit, mais qui c'est ce zouave? Et après, on a lié amitié, tout ça. J'ai eu des cadres Morena et j'ai été champion de France avec un 125 TA à l'époque. Mais j'ai eu une connaissance qui a pu sortir un moteur d'usine d'Amsterdam. Donc un moteur d'usine. Mon père l'a repris et la boîte à vitesse était morte, c'était une 6 vitesses et il n'y en avait pas. Et Tchernin, avec Jackie Germain, avait refait des boîtes à vitesse de 125, mais avec les cotes usées. Donc les boîtes à vitesse n'avaient jamais marché. Et mon père, c'était un spécialiste des freins et boîtes à vitesse. Donc il a repris cette boîte à vitesse que Tchernin ne voulait pas lui vendre parce qu'il savait que ça ne marchait pas. Il a découpé des carters, il a fait des rondelles, tout ça, et j'ai été champion de France avec ce moteur.
Donc c'est une belle histoire, quoi. Et ça montre à quel point tu as été en symbiose avec ton père tout de suite, quoi. Parce qu'ensuite, il était là à tes côtés tout le temps, il préparait les motos et ses compétences en mécanique ont joué un rôle énorme. Bah, c'était plus qu'un team manager, hein, parce qu'il me soignait quand je tombais, il me réconfortait, il m'empêchait de sortir quand les copains allaient avec les copines en boîte de nuit, moi j'avais pas le droit. Oui, mais, mais ça a participé à la progression de ta mais d'un autre carrière. côté, c'est vrai que le lendemain, il regardait la météo et il voyait que le lendemain, il allait pleuvoir. Et ben, si ça tombait un samedi, les copains ils allaient en boîte, moi j'allais me coucher à 10h, quoi. Et le lendemain, on allait au Luxe ou au Castellet, il me faisait le plein du réservoir et il me dit tu descends quand tu as plus d'essence. Donc tourner, travailler, sport, vélo, beaucoup de vélo, course à pied. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, on trouve ça un petit peu excessif. Mais d'un autre côté, ça a payé, quoi. Bah oui, ça a payé. Mais toi, tu as presque été à une école je dirais, de pilotage, une école de moto avant l'heure, parce que les autres, ça n'existait pas. Ils étaient beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Ben, j'ai été géré par un passionné de la mécanique et de la moto. Et un connaisseur de la compétition. Et il avait été un sportif. Il faisait beaucoup de vélo, mon père, et c'était un bon cycliste, donc il savait les contraintes physiques qu'un sportif devait avoir. Ouais. Donc pas de cigarettes, pas d'alcool, pas d'excès, et puis entraînement. À l'époque, c'était comme ça, quoi. C'était un précurseur, hein, d'une certaine manière, parce que peu de pilotes de ta génération ont bénéficié d'un soutien de ce genre. Mais Jacques, tu peux voir le degré de passion qu'avait mon père, c'est que demande à tous les pilotes ici, il a aidé tout le monde. Tout le monde, je sais ça. Tout le monde. Alors, ils avaient quoi que ce soit comme problème, ils venaient lui demander et puis il lui donnait. C'était sa passion. Il voulait, quand il voyait quelqu'un qui avait un don comme ça, eh ben, il allait instinctivement, il fallait qu'il aille l'aider. Alors, et c'était plus qu'une passion, quoi. Ouais, c'est drôle parce que il se demandait pas si ce pilote qu'il allait aider allait battre son fils le lendemain. C'était pas grave. Je te dis ça parce qu'on en parlera, tu as été très copain avec Barichine, mais jamais son père Franck n'aurait fait ça. Franck n'aurait jamais aidé un pilote qui risquait de battre son propre fils. Et pourtant, Franck et mon père s'entendaient, il y a une petite anecdote rigolote, s'entendaient très bien. Le père de Barichine, Cockney, qui parlait anglais exécrable. Mon père, qui parlait français, mais avec un accent exécrable. Et quand j'ai reçu la Bimota à Assen, je marche dans l'allée comme ça, et Barry vient me voir, il me dit Patrick, viens voir. Et on soulève le haut-vent, le mien, où il y avait la Bimota. Il y avait Franck et mon père en train de parler comme des chiffonniers, mais personne ne comprenait. Sauf eux. Sauf eux. Et il me dit, et Barry me regarde comme ça, il me prend par l'épaule, il me dit Patrick, ça c'est la passion. Ça me donne des frissons. Alors, on prend un peu d'avance parce qu'on n'en est pas encore à la Bimota. Dès que tu as ce titre de champion de France 125, tu passes en 250 et 350. Et là, ça devient un peu plus sérieux parce qu'il y a des clients. Ouais. En France, il y a Ponce, il y a Rougerie. Rougerie, il était un petit peu sur le déclin parce qu'il était un petit peu plus vieux que nous. Ah, il était un peu plus vieux. Il était un petit peu plus vieux et il commençait à attaquer, tu sais, dans une carrière sportive, tu as une montée, une montée ascendante et à un moment donné, tu es au sommet plus ou moins longtemps et après ça redescend. Et le problème de Michel, c'est que c'était un fêtard. Il n'était pas sportif, il mangeait, il faisait la fête. Et il marchait, mais... Il était rapide, il était doué, très très beau pilote, mais pas constant. Oui. Pas constant. C'est ici au Paul Ricard que tu disputes ton premier Grand Prix. Oui ou non? Non, c'est à Salzbourg, en 125, où je finis 6e. Ah, bon, et donc ça doit être en 73 ou 74? 76, parce que j'ai essayé de préparer un peu, de me remémorer tout ce qu'on avait fait. À l'époque, il y a une telle émergence de pilotes français dans les Grands Prix
que c'est pas facile de retrouver le point de départ exact de chacun. Il y en avait beaucoup, hein, il y avait 15 Vous étiez pilotes. très nombreux, oui, beaucoup. 15 pilotes à pouvoir gagner un Grand Prix. Mais il y en avait plein. Marseille était une pépinière, Toulon était une pépinière, Nice avec les courses de côte et tout ça. Hier, il y avait beaucoup de pilotes français. C'était un âge doré et c'est bien dommage que ce soit un petit peu passé de mode parce que les Espagnols c'était néant. Les Italiens étaient là. Parce que passionnés aussi, mais la France c'était le fleuron quoi, des pilotes. Mais dans ce que tu viens de dire, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est que le Paul Ricard, ce circuit où nous sommes, était assez facile d'accès pour s'entraîner. Et ce que tu appelles la pépinière de la Côte d'Azur, c'était aussi parce que vous veniez ici rouler tant que vous vouliez. Exactement. Grâce à François Chevalier, le directeur, hein, je pense. Qui était un homme extraordinaire, merveilleux. Et quand j'ai gagné les 200 miles du Paul Ricard avec la 500 que monsieur Jean-Claude Olivier m'avait prêté, je gagne les 200 miles devant Patrick. En 1980. Ouais. Et donc, il y avait des bonnes primes. On ne va pas parler d'argent, mais quand j'ai été chercher ma solde, François Chevalier me dit Patrick, ça va pour toi, je vais commencer à me mettre à courir parce que il y avait des primes chaque tour en tête des choses. Et j'avais fait plus de la moitié de la course. Et donc c'était une somme énorme. Ça a été mon premier gros cachet quoi, en course. Et pourtant, tu avais gagné le Grand Prix de France au Mans l'année précédente. Oui. Ça avait moins payé. Oui, mais c'était moins payant. Ouais. Nous, à l'époque, pour être pris, parce qu'il y avait beaucoup de pilotes demandeurs en Grand Prix, il fallait qu'on fasse des courses à spectacle. Des courses en Hollande, en Italie, en Espagne. Et moi, je courais tous les week-ends. On était un petit peu des chasseurs de primes. Et là, on argentait pour après se faire un nom, connaître des organisateurs de Grand Prix et ensuite accéder au Grand Prix. C'est ça, toi à partir de 76-77... Ça a été assez rapide. Tu arrives à te faire... Mais c'est en 77 que tu as un grave accident en Autriche. Ouais. Malheureusement, c'est Uccini qui sert dans la courbe. Au 3 ou 4e tour de la course des 350. Et il était à la corde, il est tombé à la corde, il avait un réservoir en plastique avec l'air maquis. Et il a laissé une traînée d'huile, d'essence et d'huile, de temps. Donc il y avait Cecotto et moi, Dieter Braun derrière, et Uccini bien sûr. Et quand on a chuté, les motos ont été éparpillées un petit peu sur le circuit, et Stadelman est arrivé à côté, et malheureusement il s'est tué. Mais moi j'en ai encore des séquelles de cet accident-là, mais par contre j'ai un souvenir intact. J'ai l'impression que je le vois en couleur, j'ai l'impression que c'est hier que c'est arrivé, et je vois Franco partir en glissade comme ça, tomber, et une giclée d'essence qui m'a fait exploser ma visière. Et puis là, après c'est encore une autre histoire. Parce que cet accident est doublement important dans ta carrière, parce que sans cet accident, tu aurais probablement remporté ton premier Grand Prix cette année-là. Ouais, c'était rapide. Et il t'a fait perdre 2 ans. Ouais. À la fois par le choc de la blessure, le choc de cette course. Je précise qu'à cause de cette course, les pilotes de 500 se sont mis ensuite en grève. On refusait de prendre le départ. C'est vrai. Et c'est aussi le moment où, parmi ceux qui sont venus et se sont occupés de toi à l'hôpital, il y a Barry Sheene. On va encore être obligé de parler de lui. Très belle histoire là. Hein? Très belle histoire. Et votre amitié, c'est vraiment, si j'ose dire, déclenché à ce moment-là. Là. Alors, évidemment, on roulait pas sur l'or. Et quand il y a déjà le docteur Costa qui s'est bien occupé de nous, on pourra en parler aussi. C'était le début, 77, c'était le début de la clinique AGV. Mais parlons de Barry, Barry, lui, était l'icône absolue en Rolls-Royce, beau gosse, doué, enfin il avait tout pour lui. Et il est venu en réanimation quand moi je me suis réveillé et je vois un homme tout vers moi, mais pas style docteur. Et il se met à ma hauteur comme ça, à genoux, il enlève son masque et il me dit Patrick, c'est Barry. Il me dit
je sais que tu n'as pas d'argent, j'ai fait une collecte et je te fais cadeau de ma prime de départ. Et il me dit, il allait au Cobenzl Hotel, qui était le plus grand hôtel de Salzbourg. Donc c'était il venait de gagner le championnat du monde, donc c'était la vedette c'était l'icône, absolue, mais complet quoi. Oui. Et moi, ça m'en donne encore des frissons. Et il me dit, Patrick, il y a une personne qui va venir, qui va s'occuper de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu lui demandes. Et donc, c'était la fille du propriétaire du Cobenzl Hotel qui est venue tous les jours, Poupi, qui s'appelait, et elle est venue tous les jours m'amener des gâteaux à manger, tout ça, parce que la nourriture n'était pas terrible là-bas. Et moi, déjà, mon casque était noir et or, parce que c'était déjà mon idole. Et de le voir là, à côté de moi, j'ai mis quand même un certain temps à m'en remettre. Mais j'ai une autre histoire avec lui, extraordinaire. Et là, donc quand je suis sorti, je lui ai offert un très très bon 7 bouteilles de très très bon vin, parce que c'était son numéro. Et puis là, les deux pères se sont connus, ils ont communié. Dans quelle langue, personne ne le saura jamais, mais par la passion. Et il y a une autre anecdote avec Baryshyn. J'étais au Grand Prix donc on avait des atomes crochus, bon évidemment avec un gros écart quoi, hein, mais lui c'était un monstre. Et dévalorise un petit peu. Non, mais pas. Mais il avait une aura. Barry avait une immense, un immense respect. Pilote d'hélicoptère. Non, mais pour toi en tant que pilote. Pour moi, c'était. Je pensais qu'effectivement, et tu l'as montré, tu faisais partie des meilleurs en catégorie 250 et 350. Peut-être, c'est vrai. On est à Silverstone et il avait un manoir, tu te rappelles ? Ouais. Et là, il fait une soirée avec tous les Japonais, jet set et tout ça. Oh, je dis, Barry, laisse tomber, j'ai pas envie. Moi, alors j'ai emprunté des vêtements, tout ça. Je vais dans son manoir. Et puis alors là, très coincé avec les Japonais quand même. Hein. Puis parlant pas très bien anglais, tout ça. Bon, on parle. C'est donc Suzuki. On se place comme ça. Et puis il me met à côté d'une espèce de chevelu comme ça, un peu éberlué. Et on parle toute la soirée, Lequel chevelu est très curieux de tout ce qui touche aux courses de moto. On a parlé de moto. Moi, je ne savais parler que de ça, quoi. Je ne parlais que de moto, que de moto. Et il était passionné par tout ce que tu racontais. Il m'a demandé des nouvelles de mon accident, de tout, mais parfaitement. Est-ce qu'il parlait quelques mots de français ? Un petit peu, oui. Ouais. Quelques mots, ce qui m'a beaucoup aidé. On ménage le suspense parce que tu vas dire ce qui m'a, comme ça s'appelle, un petit peu aidé. Et le lendemain, le soir, on voit, et puis hop, on sort. Et le lendemain, Barry vient dans mon mobil-home, là. Il me dit, ça s'est bien passé. Je dis, oh, super, un peu coincé quand même, ta soirée. Mais alors, le mec à côté, ton pote, là, le chevelu, il me dit, Patrick, t'es con, quoi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Il me dit, tu sais qui c'était ? Dis non. C'était George Harrison. Oui, mais toi, j'ai parlé toute la... Mais écoute, encore des frissons, tu vois. Mais c'était incroyable, mais d'une gentillesse, d'une simplicité. Et moi, j'étais à 1 milliard de kilomètres. Et tu sais quoi ? Il est probable que tu as pu avoir ce contact avec lui. Parce que je ne savais pas qui c'était. Grâce, j'allais dire, à cette bévue qui n'en est pas une, mais parce que tu pensais à autre chose. On était dans notre milieu. Voilà. Et que du coup, tu lui as foutu la paix en tant que vedette et ça lui a probablement amélioré sa soirée. Mais voilà, c'est ça. Pas une question sur le chanteur, rien du tout. On a parlé de moto. Voilà. Et c'est aussi une anecdote qui montre à quel point il était passionné de sport mécanique. Incroyable. Ouais. Mais Jacques, je t'assure que c'était d'une gentillesse. Il s'est mis à mon niveau parce que c'était quand même. Non, mais attends. Mais tu vois, il a vu que je parlais anglais. Il a dû voir que tu étais un peu intimidé aussi. Moi, j'étais intimidé par Baryshyn. Oui, et puis tous les ingénieurs japonais qui étaient là, quoi. Au manoir, hélicoptère sur le jardin. Enfin, un autre monde, quoi. Une autre planète, quoi. Et ça, c'est des souvenirs, mais on en parle, mais j'en parle jamais parce que ça semble tellement irréel que j'ai un petit peu de... En l'entendant, me vient quand même une réflexion que j'ai déjà faite, c'est toi, mais tu n'es pas le seul,
est-ce d'une certaine manière, vous ne vous infériorisez pas un petit peu, vous vous dévalorisiez pas un petit peu, et que ça nuisait à votre capacité à vous dire je vais les battre ceux-là. C'est vrai. Parce que tu as gagné des grands prix, parce que dès que tu as pu récupérer après cet accident en Autriche, tu es revenu au premier niveau, tu as été parmi les 3 meilleurs du monde, aussi bien en 250 qu'en 350, mais et tu en es un des témoins, votre réserve, si je puis dire, par rapport à d'autres. Tu es un peu comme Christian Saron qui a hésité à battre Lawson ici au Grand Prix de France. Et dans ce que tu dis, transparaît la même hésitation. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous auriez dû vous dire « Mais ce type-là, il est comme moi et je vais le battre ». Et vous avez parfois hésité. C'est étrange, non ? C'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que la moto était anglais. Il y avait les Anglais. Oui. Après, il y avait les Italiens qui sont venus avec des moyens. Et nous, en France, c'était plus... Il y avait Jean-Claude Olivier qui nous a beaucoup aidé, je parle en vitesse, qui était un homme d'une correction, il aimait la moto, il aimait ses pilotes, mais on n'avait personne pour nous désinhiber de cette enclume que représentait l'anglo-saxon. Il y avait ça, mais je pense aussi qu'en France, à l'époque, la moto était très dévalorisée. Grosso modo, c'était l'image des voyous. Alors qu'en Angleterre, comme en Italie, le champion moto était un champion reconnaissable et reconnu. Et ça a dû jouer dans votre psychologie. Exactement ça. En Italie, les grosses entreprises réglaient leurs comptes en fabriquant des motos et en allant sur des circuits le week-end. Donc c'était populaire. Et le sport national, peut-être avant le football ou au moins équivalent, en Angleterre, c'était la moto. Et nous, on était un pays un petit peu... l'Espagne... complexe français. Oui, mais moi, je l'avoue. Hein, je veux dire, quand je voyais des pilotes... moi, Barichine, c'est mon idole. Mais Walter Villa, c'était mon exemple. Et il n'avait pas un physique de star du showbiz. Mais je me rappelle, à Spa... Le grand Spa, 14 km, dangereux comme tout, et on part en 2,5, et je me mets derrière Walter Villa, avec la Air Macchi. Et donc, dans l'aspiration, j'avais l'impression, je dis, mais c'est incroyable, ça, j'ai l'impression de pouvoir rester avec lui. Et je fais un tour, 2 tours, 3 tours, et en haut, à l'orange, à la chicane, comme ça, je dis, c'est pas possible, j'ai l'impression de pouvoir lui faire le freinage. Je lui fais le freinage, instantanément, il croise, il vient comme ça, il me fait. Une façon de dire, reste à ta place. Reste à ta place, le circuit est dangereux. Je suis à 80% et toi, tu vas te faire mal. Alors reste derrière. Et ça m'est resté toute ma vie, ça. Et pas un complexe, parce que j'ai été lui dire merci. Parce qu'on était un petit peu fous. Puis c'est vrai que Spa, il fallait pas tomber quand même, tu te rappelles. Et ça, c'était... Mais un Français, on connaissait pas ce genre de comportement. Je te transmets mon savoir, mon expérience, et ça fait mal la moto, fais attention. Et nous, on était tout feu, tout flamme. Bien sûr, il était à 70% de ses possibilités. Et après, il est parti. Et il était déjà champion du monde. Mais je connaissais pas cette anecdote, elle est très très belle aussi. Et pour moi, après, donc... J'étais tout le temps fourré chez lui parce qu'il était d'une simplicité. Barry, il était impressionnant parce qu'il y avait la jet set et tout ça. Ouais. Mais Walter Villa, c'était presque un employé de... Mais oui, il était d'une gentillesse. Tiens, Patrick, allez, viens là. Et après, il y a la famille Galina qui m'a pris sous son aile. Et je suis rentré après, c'est pour ça que j'ai eu Bimota et tout ça, que je suis rentré dans la famille des Italiens. Et ça, c'est des souvenirs, mais d'abord qui n'ont pas de prix pour moi, parce que quand j'en parle avec mes enfants, ils comprennent pas bien. Ils sont sur c'est 2 militaires, alors ils sont sur une autre planète, mais ils comprennent pas l'intensité émotionnelle, l'humain, quoi, ce qu'il peut retransmettre comme ça, comme sensation, c'est extraordinaire, quoi. Et il y en a plein, des